Alors, nous nous trouvons à l'entrée du parc du Gévaudan, qui est un des rares parcs en Europe qui soit consacré uniquement au loup. Et donc, il se trouve en Lozère, à côté de Marvejols. Et c'est dans la zone où était avant le Gévaudan. Vous avez entendu parler de la bête du Gévaudan. Eh bien, ça se passait ici. Et en réalité, on ne sait même pas s'il y avait un loup qui était concerné. Mais en tout cas, ça a fait beaucoup de morts. Vous vous trouvez, Monsieur Jouventin, sur le parc animalier Les Loups du Gévaudan, qui avait été créé en 1985 sous l'initiative de Gérard Menatori. Et nous avons actuellement 92 loups répartis en 5 sous-espèces sur une vingtaine d'hectares. D'accord. Et donc, vous avez quoi comme sous-espèce? En fait, nous n'avons qu'une seule espèce présentée, c'est du Canis lupus. Mais après, nous avons du loup de Mongolie, du loup de Sibérie. Alors, ce sont des sous-espèces différentes, que ce soit Chanco, Albus, on a du loup de Pologne, on a du loup du Canada, de l'Arctose, du loup arctique et de l'Occidentalis. Donc 5 sous-espèces, mais ne présentant qu'une espèce. Alors, ce qu'il y a de particulier dans votre parc animalier, c'est qu'il n'y a qu'une espèce, ça c'est original. Oui, c'est vrai qu'au départ, on a été pratiquement un des premiers parcs monospécifiques au niveau national. En tout cas, on était le premier parc à présenter des loups. On a pu accueillir plus de 100 000 visiteurs dans l'année sur le site. Alors, sur site, sur place, nous cherchons à réhabiliter l'animal auprès du public. On n'essaye pas de l'encenser, on essaye de le faire connaître tel qu'il est réellement. Bon, quand on parle du loup, vous voyez, on parle surtout des contes et légendes, parce que depuis des milliers d'années que l'homme et le loup vivent ensemble, eh bien, c'est les légendes qui ont pris la primeur, alors que, par contre, la science, il n'y a que 60 ans qu'on sait comment le loup vit. Et en réalité, c'est exactement l'inverse de ce qu'on croyait. Le loup n'est pas solitaire, il vit en groupe, en meute, la plupart du temps, et il chasse en groupe, il élève ses jeunes en groupe, donc il est vraiment sociable. Et d'autre part, il s'adapte à tout. Comme l'homme d'ailleurs, l'homme est aussi partout. Eh bien, le loup aussi, enfin, il peut être dans des airs chauds à 20 kg et des airs froids à 80 kg. Donc, il vit dans tous les sens. Et là, il a à la fois une différence de couleur. Il y a des loups, il y a des loups blancs, des loups noirs, etc. Et puis, il y a aussi une variété dans l'alimentation. Le loup, contrairement à ce qu'on raconte, ce n'est pas un pur carnivore. Il est capable de manger des souris, il est capable de manger des fruits, et il en mange beaucoup quand il est tout seul. Par contre, quand il est en meute, il change de dimension, c'est-à-dire qu'au lieu d'être un individualiste, un loup solitaire, il devient un loup qui chasse en groupe. Et là, alors qu'il fait, disons en moyenne 50 kg, à plusieurs loups, il arrive à abattre un animal qui fait 10 fois leur poids, qui fait 500 kg. Et c'est ça qui fait leur originalité. Et ils ont en plus une adaptation extraordinaire au niveau de l'occupation du territoire. C'est-à-dire qu'en meute, ils sont fixés, ils ont un territoire, mais par contre, quand ils sont solitaires, là, ils partent dans toutes les directions. Ils peuvent traverser la France en quelques jours ou quelques semaines, l'Europe en quelques semaines ou mois. Donc c'est bien difficile, c'est même impossible, contrairement à ce que croient les gens qui croient les cantonner. On ne peut pas immobiliser un loup. Alors, qu'est-ce qu'il a d'original aussi, le loup? Il est d'une part adaptable dans sa nourriture, dans son poids, dans sa taille, dans son emplacement. Il y a une trentaine de sous-espèces de loups qui sont très différents, des blancs, des noirs, etc. Et donc, on peut le trouver partout. Alors, il y a trop de monde en même temps pour prendre la viande. Le premier à qui je donne un morceau de viande, c'est le mâle dominant, c'est le chef de meute. On l'a surnommé Blue. Celle qui est grise mais qui est un peu en retrait, c'est sa sœur. Ici, en fait, ils sont en train d'appeler les louveteaux. Alors là, vous avez la maman, la femelle dominante, d'accord ? On peut noter qu'à certains moments, on peut avoir 3 louves dans la tanière. C'est pas parce qu'on en a une qui sort que c'est la mère. La mère, je vous l'ai montré, elle est juste devant moi. Vous avez la plus vieille de l'enclos, ici, là, Witty. Vous avez aussi le frère du mâle dominant, qui est ici, toi. Quand ils sont nombreux dans une meute, on va représenter celle-ci un peu comme une pyramide. Et au sommet de la meute,
vous avez le couple alpha, qui est, la plupart du temps, le seul couple reproducteur. Et ensuite, vous avez une hiérarchie pyramidale. On peut trouver aussi des sujets bêta, ce sont les seconds, les lieutenants dans la meute. Et fréquemment, tout en bas de celle-ci, on a un animal qui est un peu le souffre-douleur, le loup oméga. Là-bas, à l'autre bout. Et oui, il est difficile pour un sujet un petit peu en disgrâce, en difficulté, d'être continuellement dans la meute. Alors c'est vrai que souvent, quand je donne les petits morceaux de viande, bon, ce sont quand même nos loups les plus familiers, je cherche à respecter une hiérarchie, dans le sens où, au départ, je vais donner le premier morceau au mâle dominant. Bon, lui, il ne se vexe pas trop, mais j'ai déjà vécu dans cet enclos des situations où si je donnais un subordonné des friandises avant de solliciter le dominant, eh bien celui-ci n'hésitait pas à me saisir le mollet, à me tirer sur le pantalon pour me dire « je suis là, je ne passe pas après tous les autres ». Et alors actuellement, les femelles qui vont dans la tanière récupèrent quand même un maximum de viande pour ensuite régurgiter cette nourriture au louveteau. Maintenant, ce n'est pas fréquent quand même, ce n'est pas habituel que plusieurs femelles puissent être tolérées dans la tanière. Généralement, il n'y en a qu'une, la mère et ses petits. Les mâles restent à l'extérieur, les autres femelles aussi, en surveillance, en protection. Oh, tu es belle, ma puce. Mais tu peux la laisser manger un peu quand même. Alors, dans une certaine mesure, on peut dire que le loup est écologique, contrairement à ce qu'on attendait. On croyait que c'était un grand méchant loup qui mangeait tout le monde. Et puis, bon, évidemment, il ne faut pas faire un enfant de cœur, c'est un prédateur, mais il a des tas d'effets utiles. On voyait que l'aspect... Encore, ce n'était pas dans toutes les civilisations. Les peuples premiers, au contraire, connaissaient très bien les loups et les admiraient. Alors qu'après, quand on a commencé à avoir des fermiers et des éleveurs, là, on est entré en conflit parce qu'on était en compétition. Et donc, il y a deux visions du loup. L'ancienne vision du loup qui était amicale et maintenant qui est assez déplaisante, qui est anti-loup. Mais actuellement, c'est en train de changer, c'est en train de basculer. Et en particulier grâce à la science qui montre que le loup n'est pas le méchant qu'on croyait. Par exemple, le méchant loup mangeait les petits cochons et les petits enfants. Bon, on sait que depuis 40 ans qu'il y a des résultats sérieux en Europe, eh bien, il n'y a pas eu une seule attaque de loup. Par contre, il y a chaque année des milliers de morsures par des chiens et parfois ça se finit mal. Donc ça n'a rien à voir. S'il y avait une seule attaque de loup qui soit, même sans qu'il y ait une mort d'homme, eh bien ça serait signalé. Il pourrait y avoir théoriquement un loup enragé comme il y a des chiens enragés, mais il y a tellement peu de loups que le problème ne se pose pas. En tout cas, le loup ne semble pas dangereux. En Europe, on ne peut pas l'étudier parce que justement, il a tellement peur de l'homme qu'on ne le voit pas. On ne le voit quasiment jamais. Alors que par contre, dans les pays du nord de l'Amérique, là on peut y arriver plus facilement. C'est pour ça que les connaissances sont parties de là-bas. Gagne moins l'homme. Alors qu'ici, c'est très rare, on l'entend, mais on ne le voit quasiment jamais. Alors, pour les inconvénients, c'est-à-dire la fonction de prédation du loup, tout le monde est d'accord, et c'est connu depuis belle lurette. Par contre, les récents résultats des scientifiques américains, c'est qu'ils ont des tas d'avantages, les loups, qu'on ne voyait pas. Par exemple, en France, quelle était la meilleure proie, la proie favorite du loup? C'était le sanglier. Or, le sanglier, maintenant, est en surnombre, il est partout, il y en a trop. Les chasseurs n'arrivent plus à se débarrasser des sangliers. Or, avant, c'était les loups qui faisaient le travail. Donc, je ne dis pas qu'il faut mettre des loups pour enlever les sangliers, mais en tout cas, c'est ce qui arriverait et c'est ce qui se passait avant. Deuxièmement, les loups actuellement qui sont en France, ils font 30 kg. Donc, ils sont relativement petits, c'est des loups qui viennent d'Italie. Et ils ont occupé la France. Par contre, il y a des loups en ce moment qui sont en train d'arriver du nord et qui font 50 kg. Et la différence, c'est que les loups 30 kg, ils peuvent attaquer que les moutons, alors que les loups 50 kg, ils peuvent attaquer les chevaux et les bovins. Donc vous voyez que tuer des loups, des petits loups en France, c'est s'exposer à hériter de grands méchants loups qui viennent du nord et qui mangent plus gros. Donc deuxième avantage d'avoir le loup et de ne pas trop en tirer. Troisièmement, le loup, en tuant les herbivores, en les régulant,
il évite les ennuis sur les plantations parce que les loups, en régulant les herbivores, évitent l'attaque sur l'écorce et donc les plantations d'arbres sont protégées alors que les forestiers ne sont pas contents à cause justement des herbivores. Ensuite, vous avez autre phénomène tout à fait curieux, c'est que les loups, quand ils attaquent des herbivores, ils réduisent le nombre de tiques qu'ils portent, parce que quand ils sont en trop grand nombre, comme c'est actuellement le cas en France, les chevreuils, etc., ils se trimballent avec des tas de tiques, et ces tiques, elles sont souvent porteuses de la maladie de Lyme, qui est très très dangereuse. Et donc vous voyez encore un avantage du fait que le loup, avant, régulait ces problèmes qui maintenant sont nouveaux, qui paraissent tout à fait normaux et naturels, mais qui en réalité n'existaient pas. Alors, le parc de Yellowstone, c'est le premier parc américain, et le premier parc mondial d'ailleurs, un siècle avant le premier parc français, national. Et donc, on s'est rendu compte, involontairement, on a fait l'expérience, c'est-à-dire qu'on a commencé par éliminer tous les loups, et il y en avait une centaine dans les années 1900, et on s'est rendu compte que c'était la catastrophe, alors qu'on croyait bien faire. Et en réalité, les herbivores devenaient tellement abondants que d'une part, ils étaient en famine, parce qu'ils étaient trop nombreux, et il y avait surpopulation. Ensuite, il y avait un problème parce qu'ils avaient des épidémies, ils étaient malades. Et ensuite, troisième problème, ils abîmaient la végétation et donc il fallait partir la faune. Donc c'était le contraire de ce qu'on voulait. Donc ils ont fait exactement l'inverse après. Ils ont ramené des loups dans les années 1930-1950. Ils ont ramené des loups et là, ils se sont aperçus qu'en quelques années, tout était rétabli. Et donc on s'est rendu compte que le loup, en fin de compte, est écologique. C'est-à-dire que il entretient les milieux, il n'a pas seulement une fonction de prédateur, il entretient le système, c'est-à-dire il empêche le surnombre des animaux. En réalité, l'écologie, ce n'est pas seulement les pistes cyclables, les papiers gras, c'est aussi un équilibre dans la nature. Et quand on le modifie, et c'est généralement l'homme qui le modifie, eh bien, évidemment, ça aboutit à des catastrophes. Donc il faut revoir les problèmes. Le parc de Yellowstone, ça a montré aussi une chose complètement inattendue sur le plan économique, c'est que ça a rapporté de l'argent. Maintenant, chaque année, il y a à peu près 30 millions de dollars qui sont rapportés par les visiteurs qui viennent voir des loups en liberté. C'est en train de repris cette idée de tourisme écologique en Espagne et en Italie, alors qu'en France, c'est exactement la situation inverse. C'est-à-dire que la même somme est utilisée chaque année pour lutter contre les loups. Dernier avantage du loup, c'est que les loups suivent les routes et ils éliminent les herbivores qui sont au bord des routes et donc ils empêchent les collisions. Donc on s'est rendu compte, et c'était complètement inattendu, que quand il y a des loups dans une région, ça réduit d'un quart les collisions avec les voitures. Donc c'est un résultat vraiment extraordinaire. Donc là on va partir sur le parc scientifique pour alimenter les 23 loups de Mongolie qui se trouvent sur l'espace de 12 hectares. Et à l'arrière on a une partie de la nourriture qu'on leur distribue 3 fois par semaine. C'est de la viande qui provient des abattoirs. C'est de la viande considérée saisie, donc elle est impropre à la consommation humaine. Et ces loups ne sont pas observables réellement par le public, mais nous sommes amenés bien sûr à les nourrir 3 fois par semaine. Au départ, nous avions eu la possibilité en 1991 de récupérer, grâce au sauvetage de la Fondation Brigitte Bardot, 80 loups de Mongolie. Il a fallu s'agrandir. 40 de ces 80 loups ont été transférés dans cet espace, qui a été partiellement financé par la Fondation Brigitte Bardot au niveau de la pose des clôtures. Bon, alors combien y a-t-il de loups en France? Grande question. On ne sait pas exactement, mais c'est entre 500 et 600, sachant qu'il y en avait de l'ordre de 10 000 avant, il y a plusieurs siècles. Alors évidemment, il y a un problème entre le loup et le mouton, bien sûr. Ceci dit, à l'étranger, c'est-à-dire dans les pays qui ont une tradition pastorale forte, comme l'Espagne et l'Italie, qui sont juste à côté, il est quand même curieux que ça ne pose pas de gros problèmes, alors qu'en France, on considère, enfin beaucoup, les éleveurs en tout cas, que c'est impossible. Enfin, il y a quelques éleveurs qui sont quand même plus ouverts. En tout cas, la plupart des éleveurs, ils sont anti-loups, bien sûr. Ils estiment que ça leur fait perdre, qu'ils se travaillent et que c'est un voleur qui leur fait perdre du temps et de l'argent.
Ceci dit, actuellement, ils sont largement remboursés par l'État, c'est-à-dire les impôts, c'est-à-dire la collectivité. Donc ce n'est pas aussi grave que ça, il y en a même certains qui abusent et qui gardent pas trop bien leurs moutons et qui par contre sont attaqués. Il y a 20% des élevages qui concentrent 60% des attaques. Donc il y a un petit problème. Il y en a certains qui trichent et qui font du tort à la profession. En tout cas, quoi qu'il en soit, actuellement ça coûte une fortune, la protection du loup. C'est de l'ordre de 60 000 € par loup tué. Et c'est-à-dire une 25-30 millions d'euros par an pour simplement la protection immédiate, sans compter les salaires de l'armada de gens qui font marcher cette usine à gaz. Et donc ça représente beaucoup d'argent. Certains parlent de 100 millions d'euros par an. Est-ce que c'est en rapport avec le rapport? Ça coûte déjà très cher de subventionner l'élevage ovin, qui était en difficulté déjà avant l'arrivée du loup en 92. En tout cas, comment on peut compenser ça et comment peut-on se défendre? Il suffit d'avoir des bergers. Bon, il faut les payer, mais les éleveurs français ont des dédommagements et ont des aides pour payer les bergers. Il faut des barrières, la nuit en particulier, et hautes, pas 1 mètre, à 2 mètres au moins, et parfois même électrifiées si possible. Et donc là aussi, c'est pris en charge par l'État. Et puis, il faut surtout des patous, c'est-à-dire des chiens de protection qui sont déjà entraînés et sélectionnés génétiquement pour se défendre contre les loups. D'ailleurs, avant, c'était les chiens qui protégeaient dans les Pyrénées contre les ours et les loups, donc les grands prédateurs. Et maintenant, on est en train d'en revenir à ça, mais on a eu du mal parce qu'on avait perdu la tradition. Les éleveurs français ne savaient plus se défendre contre les loups parce qu'ils avaient depuis presque un siècle plus de loups. Et donc, ils ont été obligés de réinventer tout le système. Est-ce qu'au moins, ça marche? Bon, moi je suis plutôt évidemment, et comme des amis des loups, on cherche à éviter les abattages. Parfois on comprend que ça soit indispensable parce qu'il y a des loups qui sont spécialisés dans l'abattage des moutons. Mais taper dans le tas, d'une part, ça ne marche pas, on le sait, parce que la France est le pays du monde qui dépense le plus pour se protéger contre le loup et qui en même temps a le plus d'attaques sur les moutons par loup. Donc là, il y a un petit problème qui ne va pas et qui fait que ce n'est pas possible. Donc même sur le plan du sérieux, de l'efficacité, ça ne marche pas. Alors actuellement, la seule solution qu'a trouvé l'État et pour faire plaisir aux éleveurs qui demandaient ça, c'est d'abattre les loups. Mais en réalité, ça ne marche pas. Actuellement, chaque année, on augmente le nombre de loups abattus. On est passé de 10% à maintenant presque 21%. Et donc, ça représente actuellement 110 loups abattus sur 500 à peu près. Donc c'est énorme. Et d'ailleurs, on a bloqué la reproduction des loups, mais il n'en reste pas moins que le loup est tellement impossible à éliminer. En plus, il en vient des frontières, à travers les frontières, donc c'est impossible. Ce qui fait qu'on n'a pas de résultat, on a l'inverse. Et pourquoi? Alors là, on a les résultats, par contre, des chercheurs américains qui ont suivi, avec des émetteurs, les loups survivants des meutes qui avaient été tirées. Quand on tire le couple dominant, les plus expérimentés, les plus hardis, eh bien, ils n'ont plus de chef et ça déstructure la meute explose et tous les loups qui étaient simplement des juvéniles des années précédentes, ils deviennent matures plus tôt. Avant, ils étaient castrés psychologiquement, physiologiquement. D'un seul coup, n'ayant plus leurs parents qui les empêchaient, ils deviennent capables de se reproduire et ils partent dans toutes les directions. Donc, au lieu de les fixer comme ils étaient avant en meute, on les envoie dans tous les coins. Et là, comme ils n'ont plus leurs parents pour les empêcher de se reproduire, ils se reproduisent, c'est-à-dire qu'ils cherchent un territoire pour s'installer et ils cherchent un conjoint pour se marier, c'est-à-dire pour mener une nouvelle meute de loups. Donc actuellement, ce qu'on fait, d'après les chercheurs américains, c'est le contraire de ce qu'il faudrait faire. D'autre part, on coupe toute expérience aux jeunes loups parce qu'avant, ils suivaient ce que faisaient leurs parents qui savaient chasser les animaux sauvages. Or, d'un seul coup, ils n'ont plus leurs parents, ils ne savent plus comment faire, et donc ils se nourrissent comme ils peuvent avec le plus facile. Le plus facile, c'est quoi? C'est les moutons. Donc vous vous rendez compte qu'en réalité, actuellement, d'ailleurs il était question dans 2021, c'est-à-dire cette année, ça change. C'est-à-dire que le gouvernement est en train de penser, bon, ils n'osent pas trop parce qu'ils sont obligés d'acheter la paix sociale. Les éleveurs, les chasseurs, les syndicats agricoles, aussi bien la FNSEA que la Confédération paysanne, ils sont anti-loups. Mais ils ne se rendent même pas compte que ce n'est même pas efficace. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut changer de méthode. Le but, ce n'est pas de tuer le maximum de loups, comme c'est actuellement le cas, c'est la seule politique. Il faut au contraire chercher à réduire les attaques sur les moutons. Et il y a des moyens.
en particulier, surveiller ce qui se fait que les éleveurs fassent leur boulot. C'est-à-dire qu'actuellement en France, quand vous ne gardez pas vos moutons correctement, il n'y a aucune sanction. Et vous avez de l'argent pour remplacer vos moutons. Alors qu'en Allemagne, par exemple, si vous gardez mal vos moutons, vous n'avez pas d'argent. Il faudrait revenir à du concret. Et si pour que les moutons soient bien gardés, il faut faire un peu marcher sa tête, et pas seulement son cœur et son sentiment.